Dans le cadre du thème de la neurophysiologie, on va parler aujourd'hui du tissu nerveux, du réflexe myotatique et la nature du message nerveux. Donc notre plan, ce sera l'organisation générale du système nerveux, l'étude du tissu nerveux et la notion de neurone. Ces deux premières parties concernent aussi les élèves de la 4e année maths. Le réflexe myotatique pour les élèves de la 4e année sciences et sport. Et le message nerveux pour toutes les sections. Donc le système nerveux est formé par les centres nerveux, c'est-à-dire le système nerveux central, et les nerfs qui forment le système nerveux périphérique. Le système nerveux central est formé lui-même par l'encéphale, de 3 parties, le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien, ainsi que la moelle épinière qui est un prolongement dans un canal rachidien dans la colonne vertébrale. Pour les nerfs, ils sont formés par 12 paires de nerfs crâniens et 31 paires de nerfs rachidiens qui relient les centres nerveux aux différents organes. Passons donc maintenant au tissu nerveux. La coupe transversale du cerveau montre deux types de substances. Une substance blanche qui est centrale et une substance grise qui est périphérique et qui forme le cortex cérébral. Vous voyez dans la comparaison des deux coupes transversales que ce cortex cérébral est atrophié ou dégénéré lorsque l'individu est atteint par l'Alzheimer. Maintenant, la coupe transversale au niveau de la moelle épinière. De même, elle montre deux types de substances. Mais cette fois, c'est l'inverse. C'est la substance blanche qui est périphérique, alors que la substance grise est centrale en forme de H. Avec, vous voyez donc deux racines rachidiennes, les racines dorsales ou postérieures qui renferment les ganglions spinaux et les racines antérieures ou ventrales, et les deux racines se rattachent au niveau du nerf rachidien. Ce schéma, donc vous devriez savoir le réaliser. L'observation microscopique au niveau de la substance grise, au niveau des cornes larges, ventrales, montre des corps cellulaires étoilés, avec des courtes ramifications qui sont les dendrites, et une ramification plus importante, de plus gros diamètre, qui est l'axone. En plus, nous observons des petites cellules dispersées qui sont les cellules gliales et qui ont un rôle de soutien et nutrition des cellules nerveuses. Alors que la coupe au niveau de la substance blanche, elle montre des fibres formées par des axones entourés par une couche lipidique qui est la gaine de myéline et qui est synthétisée par les cellules gliales. Concernant le nerf rachidien, la coupe transversale de ce nerf montre qu'il est délimité par une gaine conjonctive et qu'il contient un ensemble de faisceaux de fibres nerveuses délimités chacun par une paroi ou gaine conjonctive avec la présence des capillaires sanguins. À droite, vous voyez que chaque fibre nerveuse renferme un axone ou dendrite entouré par une gaine de myéline, elle-même entourée par une cellule de Schwann qu'on appelle gaine de Schwann avec son propre noyau. On retrouve entre les gaines des nœuds de Ranvier. Donc, les corps cellulaires de la moelle épinière, les fibres nerveuses de la substance blanche et les fibres
du nerf sont-elles trois structures différentes ou bien trois parties d'une même structure? Pour le démontrer, il y a tout d'abord une observation médicale qui est la poliomyélite. Donc la poliomyélite, c'est une maladie d'origine virale où le virus, comme vous le voyez, il va détruire les corps cellulaires de la substance grise de la moelle épinière au niveau de la partie lombaire. Donc, et ça cause chez les enfants une paralysie des membres inférieurs. Lors de l'observation des nerfs sciatiques, nous avons observé la dégénérescence des fibres nerveuses. Donc, ces fibres nerveuses sont en relation avec les corps cellulaires détruits par le virus. Cette expérience montre que les fibres nerveuses ne sont que des prolongements cytoplasmiques des corps cellulaires. Il est possible aussi de se baser sur deux expériences. La première, c'est la mise en culture de cellules nerveuses embryonnaires qui sont des cellules au départ sphériques. Après quelques semaines, nous allons remarquer la formation de ramifications courtes dendritiques et un prolongement plus important qui est l'axone. La deuxième expérience, c'est l'expérience de la dégénérescence wallérienne qui se base sur le principe de la mérotomie que vous avez vu en deuxième année et qui consiste à sectionner une amibe, la partie anucléée dégénère, la partie nucléée régénère la partie qui manque. Donc, la section de la fibre nerveuse va avoir comme résultat que le bout central lié au corps cellulaire de la substance grise ou bien du ganglion spinal va persister, alors que le bout périphérique dégénère. Il y a seulement la gaine de Schwann qui reste puisqu'elle a son propre noyau. Donc, au bout de quelques mois, à partir du bout central, le reste de la fibre nerveuse va se reconstituer de nouveau. Ainsi, ces deux expériences montrent donc que les corps cellulaires de la substance grise, les fibres nerveuses de la substance blanche et les fibres nerveuses du nerf ne sont que trois parties d'une même structure. En conclusion, les corps cellulaires de la substance grise, les fibres myélinisées de la substance blanche et les fibres du nerf sont en liaison anatomique et forment une seule structure qui est l'unité fonctionnelle du système nerveux appelé neurone. Et voilà, on a reconstitué les différentes parties et vous devriez savoir réaliser ce schéma. En bas, vous voyez qu'il y a plusieurs catégories de cellules nerveuses selon la forme du corps cellulaire. On retrouve à gauche le corps cellulaire étoilé multipolaire de la substance grise de la moelle épinière. Ensuite, le corps cellulaire pyramidal du cortex cérébral du cerveau. Ensuite, le corps cellulaire appelé cellule de Purkinje qui est très ramifié du cervelet. Ensuite, les corps cellulaires bipolaires de la rétine de l'œil. Et enfin, les corps cellulaires unipolaires en T des ganglions spinaux caractérisés par des axones et des dendrites de même diamètre. Et même les dendrites sont plus importants sur le point longueur que les axones. Ici, vous avez donc un petit exercice d'application, identifier et annoter les structures représentées par les documents suivants. C'est une application directe du cours. Donc, toutes les cellules ou bien neurones du système nerveux communiquent. Le message nerveux se propage des dendrites vers le corps cellulaire puis l'axone dans un seul sens. Il est unidirectionnel et les points de jonction ou de contact entre les boutons synaptiques de l'arborisation terminale et l'élément du nouveau neurone sont appelés synapses neuroneuroniques. Et on peut distinguer trois types de synapses. Vous avez ici donc les trois catégories de synapses. En jaune, les synapses axosomatiques, c'est-à-dire les jonctions entre les boutons synaptiques et le soma, c'est-à-dire corps cellulaire sans les ramifications. En vert, les synapses axodendritiques, c'est-à-dire entre boutons synaptiques et les dendrites. Et en rouge, les synapses axoniques entre les boutons synaptiques et l'axone de l'élément post-synaptique.
Passons maintenant à la partie du réflexe myotatique. Donc, c'est une réaction innée et involontaire adaptée à un but qui est le maintien de l'équilibre de la posture. Lors d'une consultation chez un neurologue, il va tester le réflexe rotulien et le réflexe achilléen. Donc, la percussion du tendon rotulien provoque l'extension de la jambe vers l'avant et la percussion du tendon d'Achille provoque l'extension du pied. Donc, cette réponse réflexe résulte de la contraction d'un muscle à la suite de son propre étirement provoqué dans les conditions expérimentales par la percussion. Quelles sont les structures anatomiques du réflexe myotatique? Cherchons tout d'abord le récepteur sensoriel. Quel est le récepteur qui va détecter l'étirement du muscle? Lorsqu'on réalise la percussion sur le tendon rotulien, il va y avoir étirement du muscle, comme vous voyez dans le deuxième schéma à gauche. Ceci va étirer un récepteur sensoriel spécialisé, sensible à l'étirement, qui est le fuseau neuromusculaire. Le schéma à droite montre que le fuseau neuromusculaire, enveloppé dans une capsule, est formé par des fibres intrafusales non contractiles entourées par des extrémités dendritiques. Pour les conducteurs de ce réflexe, on va réaliser les sections du nerf et des racines rachidiennes. Dans la première expérience, la section du nerf rachidien provoque une perte de sensibilité et de la motricité du membre correspondant avec la suppression de cette réponse réflexe, ce qui prouve que le nerf rachidien est le conducteur de ce type de réflexe. Dans la deuxième expérience, les sections de la racine dorsale de part et d'autre du ganglion spinal provoquent la dégénérescence des fibres entre le ganglion spinal et la moelle épinière et des fibres périphériques, la moitié des fibres du nerf. Donc, les corps cellulaires, évidemment, existent au niveau du ganglion spinal. Et l'animal perd sa sensibilité mais garde sa motricité pour le membre correspondant. Pour déterminer le sens de conduction du message nerveux, la stimulation du bout central provoque la contraction du muscle innervé par ce nerf, alors que la stimulation du bout périphérique reste sans effet. Donc, la racine dorsale conduit des messages nerveux sensitifs afférents. Dans la dernière expérience, la section de la racine ventrale provoque la dégénérescence des fibres périphériques et la moitié des fibres du nerf, ainsi que l'animal perd sa motricité pour le membre correspondant. Donc, si on réalise maintenant la stimulation du bout central, elle est sans effet, alors que la stimulation du bout périphérique provoque la contraction du muscle correspondant, ce qui prouve que la racine ventrale contient des fibres qui conduisent des messages nerveux efférents, moteurs, centrifuges. Ainsi, le nerf rachidien est un nerf mixte. Passons maintenant à la mise en évidence du centre nerveux de ce type de réflexe. Dans une déduction pathologique, la lésion de la région lombaire de la moelle épinière à la suite d'un accident par exemple, provoque la paralysie des membres inférieurs, la disparition des réflexes rotuliens et achilléens. Donc, la moelle épinière représente le centre nerveux du réflexe myotatique. Dans d'autres observations médicales, la section accidentelle du nerf sciatique qui innerve le muscle, le triceps de la jambe, provoque la disparition du réflexe achilléen. Donc le nerf sciatique, c'est bien le conducteur de ce type de réflexe. Ainsi, la dernière déduction, la dégénérescence de certaines structures sensorielles musculaires appelées les fuseaux neuromusculaires provoque la disparition de ce réflexe. Donc, les fuseaux neuromusculaires représentent les récepteurs sensoriels du réflexe myotatique, puisque l'individu étend volontairement son pied.
Passons à l'effecteur. L'observation médicale montre que la section accidentelle des tendons d'un muscle supprime toute réponse de type réflexe myotatique du membre correspondant. Donc le muscle est bien l'effecteur du réflexe myotatique par sa contraction. En récapitulation, un arc réflexe contient le stimulus qui est dans notre cas l'étirement, le récepteur sensoriel qui est un mécanorécepteur, le fuseau neuromusculaire, les voies sensitives par des fibres nerveuses afférentes conduisant des influx nerveux centripètes vers le centre nerveux qui est la moelle épinière, à partir de laquelle des messages nerveux centrifuges moteurs conduits par des fibres nerveuses motrices efférentes passent l'information aux fibres musculaires striées extrafusales qui sont les effecteurs et qui vont se contracter pour avoir la réponse réflexe. De l'étirement du muscle à la suite de sa propre contraction, il va y avoir stimulation des mécanorécepteurs, les fuseaux neuromusculaires, naissance du message nerveux afférent à travers les fibres sensitives, jusqu'à atteindre la moelle épinière qui est le centre nerveux en 3, où il va y avoir directement activation du neurone moteur du même muscle qui doit se contracter en 4. Par contre, le muscle antagoniste qui doit se relâcher pour avoir l'extension de la jambe, ceci va mettre en évidence un interneurone inhibiteur, vous le voyez en vert. Cet interneurone va être stimulé par la fibre sensitive pour inhiber le motoneurone du muscle antagoniste, le fléchisseur dans ce cas, qui doit se relâcher. Donc, en cinquièmement, il va y avoir contraction du muscle extenseur et relâchement de son antagoniste pour avoir l'extension de la jambe qui est le réflexe myotatique. Donc, récapitulons un peu l'innervation réciproque des muscles antagonistes qui seront mis en jeu dans ce réflexe myotatique. Donc, la contraction du muscle à la suite de son propre étirement met en jeu un circuit monosynaptique. Donc, directement une seule synapse qui fait l'intermédiaire entre la fibre sensitive et la fibre motrice du motoneurone. Par contre, le relâchement de son antagoniste met en jeu un circuit polysynaptique avec une synapse excitatrice et une synapse inhibitrice par l'intermédiaire d'un interneurone inhibiteur. Donc, dans un exercice, on peut vous demander de terminer les fibres nerveuses mises en jeu avec une légende complète. Et là, on vous donne juste le croquis, le schéma simplifié de la moelle épinière, sans détail là-dedans, et les muscles, et à vous de terminer ce qu'il faut. Pour ne pas avoir des confusions, puisque souvent on attribue le réflexe myotatique à la contraction du muscle extenseur, mais ce n'est pas toujours le cas, puisque tous les muscles contiennent des fuseaux neuromusculaires. Dans le cas du réflexe rotulien ou achillien, c'était le muscle extenseur qui se contracte, puisque par sa contraction, il permet l'extension de la jambe ou bien du pied. Donc maintenant, regardez, pour maintenir le verre, ou bien le bol, dans cette position, il y a contraction du muscle fléchisseur, puisque cette contraction de ce muscle permet la flexion. Donc cette nomination revient au rôle attribué par ce muscle. Donc, plus on verse du liquide, plus le poids sera important, plus le muscle va se contracter pour retrouver sa longueur initiale. Donc, expérimentalement, on peut remplacer par une masse. Plus la masse est importante, plus l'étirement sera important, plus la contraction sera importante, mettant en jeu un circuit monosynaptique pour stimuler le motoneurone de ce même muscle fléchisseur, alors que l'extenseur sera mis au repos par l'intermédiaire de l'interneurone inhibiteur. Et vous avez le schéma en bas qui résume ce circuit.
Passons maintenant au message nerveux et commençons par le potentiel de repos, c'est-à-dire l'état de la fibre en absence de toute stimulation. Dans le montage, vous avez un axone de KMR qui est un axone géant dans l'eau de mer. Donc, nous avons mis deux électrodes, l'électrode de référence ici M2 et l'électrode réceptrice M1 liée à un amplificateur puis un oscilloscope. Lorsque les deux électrodes réceptrices sont à la surface, c'est-à-dire M1 à l'extérieur, la DDP enregistrée, la différence de potentiel est égale à 0. Alors que, en deuxième temps, lorsqu'on introduit l'électrode réceptrice M1 dans l'axone, alors que l'électrode M2 de référence reste à la surface, la DDP chute à moins 70 millivolts. Donc, dans la première partie, lorsque les deux électrodes sont à l'extérieur, la DDP est égale à 0 car tous les points de la surface sont isopotentiels. Alors que, lorsque l'électrode réceptrice M1 est enfoncée dans l'axone, on enregistre le potentiel de repos caractérisé par une DDP égale à moins 70 millivolts et qui prouve que le milieu intracellulaire est chargé négativement par rapport au milieu extracellulaire. Passons maintenant à l'origine ionique du potentiel de repos. Le tableau montre que le milieu extracellulaire où baignent nos cellules est fortement concentré en Na+, et Cl-, puisque c'est un liquide salin, alors qu'il est faiblement concentré en K+, et ne présente pas des gros anions. Inversement, dans le milieu intracellulaire qui est très fortement concentré en K+, et aux gros anions, mais très faiblement concentré en Na+, et Cl-. Le schéma à côté illustre cette répartition ionique. En fait, la membrane cytoplasmique est semi-perméable. Elle contient des canaux de fuite qui vont laisser passer les ions K+ et Na+ selon leur gradient de concentration. C'est-à-dire qu'il va y avoir pénétration des Na+, du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique, donc du plus concentré vers le moins concentré de façon passive, par des canaux de fuite et attirés par la négativité interne, alors que les K+ vont quitter vers l'extérieur. Ces canaux sont toujours ouverts. Ce passage passif des ions, selon leur gradient de concentration, perturbe cette répartition ionique inégale qui maintient le potentiel de repos et a tendance à atteindre un état d'isotonie. Donc, comment est maintenu ce potentiel de repos et cette inégalité de concentration de part et d'autre de la membrane? En fait, dans la membrane cytoplasmique, il existe des protéines membranaires à rôle enzymatique qui, en hydrolysant l'ATP, l'adénosine triphosphate, en ADP et PI plus de l'énergie, cette énergie va permettre un transport actif, le seul transport actif que vous avez là, pour remettre les Na+ vers l'extérieur contre 2K+ vers l'intérieur. Donc le potentiel de repos est maintenu grâce au transport actif de cette pompe Na+, K+, qui permet de maintenir elle-même cette inégalité de concentration ionique de part et d'autre de la membrane. Passons maintenant au potentiel d'action. Donc, on va exercer par les électrodes stimulatrices une stimulation d'intensité suffisante. On va enregistrer sur l'oscilloscope ce qui suit. Donc, à la suite de la petite déviation qui est S, l'artefact de stimulation, on va avoir un petit temps SA qui est le temps de latence. C'est le temps nécessaire pour que le message produit par la stimulation atteigne les électrodes réceptrices. En AB, nous avons une phase ascendante où il y a diminution de la négativité interne avec inversion de polarité, puisque le milieu intérieur devient positif, alors que le milieu extérieur se charge négativement. C'est la phase de dépolarisation. La DDP atteint 30 millivolts.
BC, c'est la phase de repolarisation où la DDP chute de nouveau et le milieu intracellulaire retrouve son électronégativité. Ensuite, la phase CD, la phase d'hyperpolarisation, avec une augmentation de la négativité interne plus que la normale, puis l'état normal du potentiel de repos avec moins 70 mV est retrouvé après le point D. Quelle est l'origine ionique du potentiel d'action? En fait, lorsque la DDP, à la suite d'une stimulation d'intensité suffisante, atteint moins 50 mV, ça va ouvrir un nouveau type de canaux qui sont les canaux ioniques voltage dépendants, donc des canaux qui s'ouvrent par un voltage bien déterminé, c'est-à-dire la DDP dans ce cas de moins 70 mV. Les CVD Na+, qui sont ouverts, ont permis une entrée massive ou un flux entrant des ions Na+, à l'origine de la diminution de la négativité interne et l'inversion même de polarité pour que la DDP atteigne 30 mV. Dans cette phase de dépolarisation, les CVD-K+ sont fermés. À partir de 30 mV, les CVD Na+ se ferment alors que les CVD à K+ s'ouvrent pour une sortie massive des ions K+. De ce fait, la DDP va chuter de nouveau pour que le milieu intracellulaire retrouve sa négativité interne et on aboutit de nouveau à moins 70 mV. Dans cette chute et au-dessous de moins 50 mV, les CVD-K+ commencent à se fermer lentement. Donc, cette fermeture lente avec le travail actif de cette pompe Na+K+ accompagne l'hyperpolarisation. Et tant qu'il y a des CVD ouverts, on parle de période réfractaire où la fibre n'est pas excitable. Donc, on peut vous demander dans un exercice de schématiser le potentiel d'action avec ces différentes phases. Et là, vous parlez des manifestations électriques principalement, donc mentionnées dans l'une des diapos qui ont précédé. Alors que si on demande l'interprétation ionique de toutes les phases du potentiel d'action ou l'une des phases, vous devriez savoir schématiser le schéma d'en bas. Donc, je vous conseille de mettre les étapes du potentiel d'action et vous étaler un peu l'axe du temps pour mettre en bas les différentes manifestations ioniques qui l'accompagnent. Un petit exercice d'application qui a été donné avant dans un sujet de bac. Donc, nous avons mesuré la perméabilité aux ions Na+ et K+ de la membrane d'un axone à la suite de sa stimulation, donc en même temps que les étapes du PA. Analysez les tracés ci-dessus en vue d'expliquer l'origine ionique du potentiel d'action. Donc, regardez, lors de la dépolarisation et à partir de moins 50 mV, la perméabilité aux Na+ augmente, alors que celle de K+ reste faible. À partir de 30 mV, la perméabilité aux ions Na+ chute et celle de K+ augmente. Et puis, au-dessous de moins 50 mV, de nouveau, il va y avoir une chute lente de la perméabilité des ions K+, qui accompagne toute l'hyperpolarisation. Donc, en fait, la dépolarisation résulte de l'ouverture des CVD Na+, à partir de moins 50 mV, et l'entrée de ces ions massivement est à l'origine de cette dépolarisation. Ces CVD se ferment à partir de 30 mV, d'où la chute de la perméabilité, alors que les CVD-K+ s'ouvrent, d'où l'augmentation de leur perméabilité. Ensuite, pendant l'hyperpolarisation, il y a fermeture lente des CVD-K+, d'où la chute de leur perméabilité. Et vous avez le tableau qui résume toutes ces réponses. Quelles sont donc les propriétés du potentiel d'action?
Si on applique sur l'axone des stimulations successives d'intensité croissante, on obtient les tracés ci-dessous au niveau de deux oscilloscopes, au 1 qui est directement après les stimulateurs et au 2 à une certaine distance. Donc, les stimulations S1, S2, S3 et S4 donnent à la suite de l'artefact de stimulation des légères dépolarisations d'amplitude de plus en plus importantes, mais qui n'atteint pas toujours le seuil de moins 50 millivolts. On parle de stimulation inefficace, d'intensité infraliminaire. Donc, ces légères dépolarisations sont des potentiels locaux non propageables, ce qui explique les potentiels de repos au niveau de O2. Les stimulations S5, S6 et S7 donnent des potentiels locaux qui ramènent la DDP à moins 50 millivolts, suivie directement par une forte dépolarisation d'amplitude 100 millivolts. Il s'agit du potentiel d'action propageable qu'on enregistre en O2. Donc ces stimulations sont efficaces d'intensité supraliminaire. Nous pouvons donc dégager les propriétés du potentiel d'action suivantes. La DDP doit atteindre moins 50 millivolts pour déclencher l'ouverture des CVD Na+, et par suite la dépolarisation du PA. Donc il obéit à la loi du seuil. Quelle que soit l'intensité de la stimulation efficace, l'amplitude est toujours de 100 millivolts, c'est-à-dire la DDP atteint 30 millivolts à peu près. Donc il obéit à la loi de tout ou rien. Et puis il est propageable tout le long de la fibre nerveuse sur longue distance avec la même amplitude. Sauf que des fois, dans certains exercices, on demande des propriétés de la fibre nerveuse. On dégage ici deux propriétés de la fibre nerveuse. Elle est excitable puisqu'elle répond par un potentiel à chaque stimulation et elle est conductrice du message nerveux. On peut calculer la vitesse de propagation du potentiel d'action en appliquant une excitation efficace sur l'axone et on enregistre les phénomènes électriques grâce à trois électrodes réceptrices placées comme indiqué dans le schéma. On donne D1 la distance entre les électrodes stimulatrices et l'électrode réceptrice liée à l'oscilloscope 1 et la distance D2 entre les électrodes stimulatrices et l'électrode réceptrice liée à l'oscilloscope O2. On peut calculer la vitesse de conduction par la formule V égale à delta D sur delta T. Donc, delta D, c'est D2 moins D1, converti en mètres, et delta T sur l'axe des temps en cherchant le temps perdu entre deux points identiques des PA. Le document 15, page 186, est un tableau qui montre que pour deux fibres de même diamètre, l'une myélinisée, l'autre amyélinisée, la vitesse de conduction du message nerveux est beaucoup plus importante pour une fibre myélinisée. Donc la myélinisation augmente la vitesse de conduction. Ainsi que deux fibres de diamètre différent, la vitesse est d'autant plus importante que le diamètre augmente. Passons à la transduction sensorielle. Comment le message nerveux prend-il naissance au niveau d'un récepteur sensoriel stimulé tel que le fuseau neuromusculaire? Donc, notre stimulus, c'est l'étirement. Nous allons réaliser des étirements d'intensité de plus en plus importante avec trois oscilloscopes. Le premier au niveau de l'extrémité dendritique enroulé sur la fibre intrapusale, le deuxième au premier nœud de Ranvier et le troisième c'est la première stimulation par un étirement de très faible intensité donne à l'extrémité dendritique une légère dépolarisation qui n'atteint pas le premier nœud de Ranvier. Cette légère dépolarisation est appelée potentiel de récepteur qui a les mêmes propriétés qu'un potentiel local, donc non propageable et puis amortissable à décrément spatial.
se propage sur de très faibles distances en diminuant d'amplitude. L'étirement S2 d'intensité plus importante donne un potentiel de récepteur plus important qui se propage et sera enregistré au premier nœud de Ranvier, mais avec une DDP inférieure au seuil de moins 50 mV. Les deux premières stimulations sont inefficaces d'intensité d'étirement infraliminaire, donc il n'y a pas naissance d'un potentiel d'action, ce qui explique les potentiels de repos enregistrés en C. Donc, au niveau de l'extrémité dendritique, il y a conversion de l'étirement en un potentiel de récepteur. On parle de transduction sensorielle. Donc, cette extrémité dendritique est un site transducteur. Les intensités d'étirement S3 et S4 donnent des potentiels de récepteurs qui ramènent la DDP à moins 50 mV, suivi directement au premier nœud de Ranvier d'un potentiel d'action propageable qui sera enregistré ensuite dans l'oscilloscope C au niveau du deuxième nœud de Ranvier. Donc le premier nœud de Ranvier, c'est le site générateur où il y a naissance du PA, puisqu'il y a existence à ce niveau-là des CVD, Na+, et K+. On vous donne ici donc la conclusion avec les différents points dégagés précédemment. Dans votre manuel scolaire, vous avez l'exercice numéro 4, page 207, qui montre un autre récepteur sensoriel, le corpuscule de Pacini. C'est un mécanorécepteur de la peau sensible à la pression. Nous avons deux oscilloscopes. Le premier, il est branché par son électrode réceptrice au niveau de l'extrémité dendritique. Le deuxième au premier nœud de Ranvier. On demande donc une analyse et une interprétation dans la première question. Dans la deuxième question, de dégager les points communs sur le plan fonctionnel entre le corpuscule de Pacini et le fuseau neuromusculaire. La première stimulation par une pression de très faible intensité donne en A' une légère dépolarisation, donc un potentiel de récepteur, qui n'atteint même pas le premier nœud de Ranvier, puisqu'il est à décrément spatial. Ensuite, les pressions de la deuxième stimulation, la troisième et la quatrième, de plus en plus importantes, donnent des potentiels de récepteurs d'amplitude plus importante et, au niveau du premier nœud de Ranvier, un train de PA de fréquence croissante. Donc, plus l'intensité de stimulation, pression, est importante, et plus la durée est importante, plus la fréquence des PA est importante. On dit que le message nerveux est codé en modulation de fréquence. Bon, le corpuscule de Pacini convertit l'énergie mécanique de la pression en un potentiel de récepteur par une transduction sensorielle. C'est la même chose pour le fuseau neuromusculaire qui convertit l'énergie mécanique de l'étirement, cette fois, en un potentiel de récepteur. Et on peut conclure que chaque récepteur sensoriel est spécialisé à une sorte de stimulation. Toujours, le site générateur, c'est le premier nœud de Ranvier. Passons au mode de propagation du message nerveux. Nous avons au départ une fibre amyélinisée et une propagation unidirectionnelle du potentiel d'action, là où il y a la flèche en bleu, caractérisée par une dépolarisation, donc une négativité externe et une positivité interne. La zone verte est une zone réfractaire qui commande le sens de propagation. Donc, à l'extérieur, les charges négatives attirent les charges positives à côté, et l'inverse à l'intérieur, de telle sorte qu'il va y avoir juste à côté, donc, une négativité interne, puisque le milieu extracellulaire perd ses charges positives, et une positivité interne, puisque
à l'intérieur, les charges négatives ont attiré les charges positives. Et ainsi de suite, il y a une propagation de proche en proche du message nerveux. Pour la fibre myélinisée, là où il y a la flèche en bleu dans le schéma en bas, c'est le lieu du potentiel d'action avec la dépolarisation, c'est-à-dire les charges négatives à l'extérieur et les charges positives à l'intérieur. Donc toujours, les charges négatives à l'extérieur vont attirer les charges positives du nœud suivant et l'inverse à l'intérieur, puisque les charges négatives de ce nœud vont attirer les charges positives du nœud précédent. Ainsi, le potentiel d'action va se trouver dans le nœud suivant et il y a propagation d'un nœud à l'autre d'une façon saltatoire. C'est ce qui explique que la vitesse de conduction est plus importante. Ainsi, donc, nous avons traité les 3 premières parties du thème de la neurophysiologie avec l'essentiel du cours. J'espère que c'était bien clair. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que j'ai pu vous apporter un plus.